Comment interpréter la décision de la Cour pénale internationale de fermer son bureau à Abidjan? Cela signifie-t-il qu'elle a bouclé ses enquêtes en Côte d'Ivoire? Une délégation de la juridiction de La Haye est en ce moment dans le pays pour formaliser la fermeture de sa représentation au milieu de l'année prochaine. Selon la CPI, cette décision répond à des arbitrages budgétaires. En 2025, le Fonds au profit des victimes achèvera son programme d'assistance, qui a touché près de 8000 personnes, indique la Cour dans son projet de budget prévisionnel pour l'année prochaine. Compte tenu de l'examen stratégique de certaines situations menées par le greffe, l'appui opérationnel limité requis ne justifie plus qu'une présence soit maintenue sur le terrain à Abidjan. Le greffe compte donc supprimer sa présence physique à Abidjan au milieu de l'année 2025. Depuis 2011, la CPI enquête sur des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. La Cour de La Haye mène également des investigations sur des crimes commis lors de la crise politico-militaire entre 2002 et 2010. La première phase de ces enquêtes a conduit à l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien bras droit, Charles Blé Goudé. Tous deux ont été incarcérés plusieurs années au centre de détention de la CPI à La Haye avant d'être finalement acquittés en 2019. Ils sont rentrés depuis en Côte d'Ivoire. Un deuxième volet concerne des personnalités du camp de l'actuel président Alassane Ouattara. Jusqu'ici, rien de concret, mais il est très intéressant de noter que la juridiction promet de rendre ses conclusions justement l'année prochaine. Faut-il en conclure que dans le camp d'Alassane Ouattara, personne ne sera incriminé et jugé in fine? Rappelons que l'ex-procureur de la Haye, Fatou Bensouda, avait promis une justice impartiale et de faire toute la lumière sur le massacre de Douékoué qui a fait les 29 et 30 mars 2011 au moins 800 victimes. À l'époque, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, avait accusé les forces républicaines, les FRCI pro-Ouattara, d'avoir perpétré la plupart des crimes commis dans cette ville de l'ouest du pays. Du côté du gouvernement ivoirien, on ne semble pas s'inquiéter de la fermeture du bureau de la CPI à Abidjan, bien au contraire. Si le bureau de la CPI estime qu'il a fini sa mission ici et qu'il doit fermer, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela montre bien que nos juridictions nationales marchent bien et ont pris la place. Pour l'heure, un certain nombre de prisonniers politiques ont été graciés par le président ivoirien. Une loi d'amnistie au nom de la réconciliation nationale a été prise en 2018. Mais à ce jour, nombreux sont les organisations de défense des droits de l'homme et les partis politiques d'opposition qui reprochent aussi bien à la CPI qu'au pouvoir d'Alassane Ouattara d'avoir instauré une justice dite des vainqueurs. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme dénonce un mauvais signal de la CPI. Les enquêtes sont toujours en cours sur le deuxième volet. Cette annonce de fermeture est difficile à comprendre. C'est un mauvais signal. Les victimes attendent que la CPI aille au bout de ses enquêtes. Au moment de la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire du statut de Rome. Le pays avait reconnu la compétence de la CPI une première fois en 2003 et officiellement en mai 2011. La Cour achèvera également en 2025 son programme d'aide auprès des victimes de ces crises après avoir assisté près de 8000 personnes. L'annonce de son départ, alors que les enquêtes sont toujours en cours, un mauvais signal selon la Lido. Le timing aussi est douteux, surtout que se profile la présidentielle en 2025, une élection qui s'annonce comme toujours très tendue. Atim, vous venez d'écouter cette vidéo qui a duré quasiment 4 minutes. La CPI veut clore l'histoire de la Côte d'Ivoire au plus tard à mi-2025. Ce qui signifie que la CPI veut anticiper l'élection présidentielle de 2025. N'ayant pas pu démontrer que c'est le camp du président Laurent Gbagbo qui a été responsable de toutes les exactions qui se sont passées en Côte d'Ivoire, la CPI aujourd'hui accuse son budget et accuse pas mal de choses. Elle avait pourtant un bon budget, qu'il fallait juger le camp qu'il n'aimait pas. Elle avait un bon budget, qu'il fallait s'attaquer à celui qui était, selon eux, un perdant crié. Les vainqueurs ont donc voulu dessiner une histoire, mais Dieu en a décidé autrement. Et aujourd'hui, la CPI veut complètement s'arrêter là. Ne même pas attendre qu'Alassane Ouattara perde le pouvoir pour que son camp soit aussi jugé.
En 2025, avant les élections d'octobre 2025, la CPI veut clore ce débat pour qu'on n'en parle plus. Mais en réalité, la CPI peut clore ce qu'elle veut. Celui qui gagnera les élections en Côte d'Ivoire peut établir la vérité s'il le veut, s'il le souhaite. Car il aura ces possibilités-là. M. Ouattara a lui-même dit, il ne veut plus envoyer d'Ivoiriens aujourd'hui à la CPI. Ce qui signifie que, même si la CPI voulait, Ouattara, lui, ne veut plus envoyer quelqu'un à la CPI. Donc, la CPI ne pourrait aujourd'hui rien faire. Donc, il faut donc comprendre que la solution ne viendra plus de la CPI, mais de la prochaine personne qui gagnera les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. La team, ceci est ce que nous constatons et qui fait grave de la peine. Parce que les Ivoiriens n'ont toujours pas, c'est-à-dire les victimes, n'ont toujours pas eu de véritable réponse. Ils ne savent toujours pas qui a été responsable de tous les morts, qui était responsable de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui a été perdu. À côté de ça, je vais vous mettre une vidéo. Au Cameroun, les gars, il y a quelque chose qui se passe. Et là-bas, le jeune opposant qui s'appelle Cabral Libi a été interviewé sur TVC Monde. Et il a dit qu'il est prêt pour une véritable coalition avec l'opposant Maurice Kamto. Mais simplement, cette coalition doit se faire sur des thèmes bien précis. Connaissant le contexte actuel de la politique au Cameroun, face à un régime dictatorial qui est là depuis plus de 40 ans, vous savez que si vous allez tout seul, séparément, ça sera difficile pour vous parce que tout est géré, tout est bouclé. Mais pour Cabral Libi, il faut d'abord les primaires. Il faut que les opposants se mettent ensemble, organisent des élections entre eux, que celui qui gagne au travers de ces élections soit le candidat du peuple. Premièrement. La deuxième chose, c'est que même si vous refusez les primaires, il faut au moins un tirage au sort parmi tous les opposants. Et celui qui gagnera le tirage au sort, c'est lui qui sera poussé par la majorité. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, si là aussi vous n'êtes pas d'accord, il propose ici qu'il y ait au moins un consensus pour avoir, c'est-à-dire une même équipe pour la surveillance des votes. Mais de l'autre côté, vous avez donc Maurice Kamto qui est aussi un opposant, mais qui lui n'a rien à voir avec ça. Il refuse catégoriquement. Qu'est-ce qu'il veut lui en retour, Maurice Kamto? Maurice Kamto veut une coalition, mais une coalition qui n'est possible seulement et seulement si c'est lui qui est à la tête, sans primaire, sans tirage au sort, sans rien. En réalité, Maurice Kamto dit, soit c'est lui qui va porter la tête de la coalition, soit il n'y a rien. En réalité, on comprend tout de suite que le jeune Cabral Libi est dans la vérité et Maurice Kamto n'est pas dans la vérité. Soit lui, Maurice Kamto, insulte les autres, soit il ne veut pas comprendre qu'aujourd'hui, si vous vous battez contre un régime dictatorial au pouvoir, dans l'opposition, vous ne pouvez plus avoir un comportement de dictateur. Et c'est ce qu'il veut imposer. Il veut s'imposer aux opposants sans partir aux primaires face à eux, sans faire des tirages au sort face à eux, sans avoir des consensus avec eux. Il veut, pour qu'un débat de coalition puisse même être possible avec eux, qu'ils acceptent déjà que c'est eux le candidat commis d'office. Et ça, ce n'est pas possible. La team, écoutons ici la sortie de Cabral Libi sur TVC Monde. À un an de la présidentielle au Cameroun, quelle est la situation politique dans le pays? On voit cela avec Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes député de l'opposition et président du PCRN, le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Lors de la présidentielle de 2018, vous étiez le plus jeune candidat, vous étiez arrivé 3e. Vous rêviez alors d'être le Macron camerounais, est-ce toujours le cas? Je rêve toujours d'être élu président de la République du Cameroun. Donc, en 2025, je vais solliciter à nouveau mes compatriotes pour qu'ils me fassent confiance. Et pour ce faire, je suis porteur d'un projet de société, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est inscrit dans un texte intitulé « Manifeste de la rupture et du progrès, ce que j'ai vu ». Ce que j'ai vu. À première vue, ça pourrait laisser penser à un travail descriptif. Non. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vais faire du Cameroun si mes compatriotes me font confiance. Donc vous êtes officiellement candidat pour 2025. L'intention de candidater est certaine. Maintenant, je suis le président d'une organisation qui est gouvernée par des règles, par des statuts, un règlement intérieur et des modalités de choix et de désignation de candidats. Donc, sauf à avoir un ou des concurrents au sein de ma formation politique, ma candidature ne fait donc l'objet en ce moment d'aucun doute. Est-ce que vous seriez prêt à vous unir avec Maurice Kamto, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais.
En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat. J'avais proposé à l'époque des primaires de l'opposition. N'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment deux choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. À défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos, ensemble, avec cette partie politique, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Et justement, est-ce que c'est pertinent d'y aller dans ces conditions? Est-ce que ce scrutin n'est pas joué d'avance? Non, mais absolument pas. Le scrutin n'est pas joué d'avance. Cela participe un peu de la vulgate répandue et ça consolide l'impuissance apprise. Absolument pas. D'abord, sur la question de la coalition, il faut faire attention. La multiplicité des candidatures n'a jamais vraiment provoqué ou entraîné l'émiettement des suffrages. De 1992, première élection multipartiste, à 2018, élection à laquelle j'ai moi-même participé, vous l'avez relevé, on s'est toujours rendu compte que les trois premiers, donc le gagnant, le second et le troisième, le deuxième et le troisième, remportaient à chaque fois plus de 95% des suffrages. Donc, la coalition qu'on attend en réalité concerne 2, 3, voire 4 leaders politiques. La deuxième chose, c'est que le peuple camerounais est en train de se réveiller. Je suis moi-même l'initiateur en 2017 du mouvement 11 millions d'inscrits qui est devenu 11 millions de citoyens parce que nous sommes quand même au Cameroun environ 15 millions de personnes en âge de voter et on n'a jusqu'ici jamais atteint les 8 millions. Cap qui vient donc d'être franchi en août 2024. Et il nous reste 6 mois d'inscription sur les listes électorales en 2025. Donc nous pourrions très bien nous rapprocher des 11 millions, du moins tel est notre souhait. Donc ce peuple qui se réveille, qui sort donc de l'endormissement, de la résignation et qui prend à nouveau conscience du pouvoir qu'il y a dans le bulletin de vote, ce peuple est en train de se relever, en train de se réveiller. Il appartient maintenant à ce même peuple, d'abord, de voter massivement, puis de s'impliquer bénévolement, si besoin est, à surveiller le vote pour faire barrage à la sophistication de la fraude, afin que seule sa volonté, la volonté du peuple, prévale. Alors l'actualité du Cameroun, c'est aussi Ramon Kota, l'influenceur est en détention. Selon son avocat, il a subi des tortures. On pense aussi à l'assassinat du journaliste Martinez Zongo. Le procès est en cours. Comment décrivez-vous l'état de la liberté d'expression dans votre pays? C'est mi-figue, mi-raisin. On est un peu dans une sorte de miroir aux alouettes. Le Cameroun a ratifié tous les textes, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous les autres, en fait, toute la batterie de textes internationaux, la Constitution, tout est consacré. Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Notre démocratie, malheureusement, souffre de ce que nous on appelle la bordélisation de l'État. Peut-être cela est-il lié à la longévité excessive d'un pouvoir qui est là depuis 40 ans. Le président actuel, il est arrivé au pouvoir, j'avais 2 ans. J'ai été candidat face à lui en 2018 et peut-être encore en 2025. Donc, une telle longévité a forcément consacré une forme de dérive. Et il y a donc des gens qui se comportent comme si tout leur était permis. Le parti politique que je dirige vient de sortir là d'une longue affaire judiciaire, simplement parce que nous subissions depuis décembre dernier, lorsque notre congrès ordinaire a été interdit, nous sortons d'une persécution incroyable. Nous espérons qu'elle va s'arrêter. Donc les persécutions, elles existent. Les dérives, elles existent. Donc tous ceux qui doivent porter une parole alternative, tous ceux qui militent pour le changement, tous ceux qui osent critiquer, ils doivent faire attention. Mais le pays ne se résume pas à la poignée d'individus
qui fait tout et n'importe quoi, qui saborde des institutions. Dans ce livre, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons remporté une victoire judiciaire. Oui. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a encore, heureusement, des gens qui croient à l'État. Et c'est ce que vous proposez dans votre livre, la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, l'éducation, l'emploi, la sécurité également.